Bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux. Ça m'émeut énormément parce que ça veut dire qu'on est peut-être essoufflé, mais on est quand même beaucoup à être essoufflé, donc c'est pas mal. Parce que j'ai l'impression quand même que si on se retrouve là, c'est quand même en lien avec ce mouvement des Gilets jaunes. Et évidemment, le livre n'a d'intérêt qu'en ce qu'il sert d'appui à ce mouvement. Et il va, je pense, lui permettre de lui donner quelques armes, comme Aurore Berger de façon assez attristée, l'a regretté en me dénonçant au procureur pour incitation à la commission de crimes et délits, parce que, disait-elle, j'armais les esprits. Donc c'est quand même extraordinaire. Franchement, c'est un bon mot que j'aurais pas forcément trouvé, donc je la remercie. Je la remercie de l'avoir fait. Et donc, je pense vraiment, en fait, et ce texte qui est en ligne, en PDF, pour ceux qui n'ont pas les moyens de l'acheter, et qui a été mis en ligne début novembre, donne des clés importantes pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cet effondrement, et pourquoi, en fait, une rupture de système est devenue essentielle pour mettre ces gens dehors, finalement, parce que mettre ces gens dehors et renouveler le système démocratique français est devenu, en fait, selon moi, et selon ce que j'en ai vu de l'intérieur, une exigence vraiment primordiale et surtout très urgente. Et alors, une des dernières expressions de cette nécessité, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire que Maxime Nicole, Flyrider, que vous connaissez peut-être, sinon c'est le rouquin avec la casquette à l'envers, c'est une des figures comme ça qui a émergé pendant le mouvement, a reçu une convocation de la police, enfin de la gendarmerie plutôt, la gendarmerie a porté une convocation de la police chez lui, qu'ils ont toqué à la porte à 11h, lui exigeant de se présenter demain au commissariat au 17e arrondissement, dans le cadre d'une enquête qui a été initiée sur la foi d'un signalement du Premier ministre. Donc on a cette chose extraordinaire où Édouard Philippe dénonce un opposant politique et demande à la justice de le poursuivre. La justice obéit. Et la justice convoque Maxime Nicole donc demain pour exactement, c'est génial, c'est-à-dire qu'on va voir l'avocat et son client qui sont signalés pour exactement les mêmes raisons, pour provocation à la commission de crimes et de délits, donc exactement pareil. Alors lui, pas pour avoir armé les esprits, mais pour avoir, selon eux, incité à la commission d'actes violents pendant le mois de mars, et notamment lors de l'acte 18. Pour qui a vu les lives de Maxime Nicole, c'est pas exactement ce qu'il a dit, voire pas du tout ce qu'il a dit. C'est quelqu'un qui a toujours défendu la voie pacifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une persécution. En fait, je pense que le terme est fort, mais je pense qu'il est justifié, du mouvement des Gilets jaunes, qui les dépasse tellement qu'en fait, on les voit improviser semaine après semaine. Donc, ils ont commencé avec la répression policière. Enfin, ils ont commencé par l'indifférence. Puis après, ils ont mis en place la répression policière. Et quand ils ont vu, notamment à l'acte 18, que la répression policière ne suffisait plus à intimider, que les personnes étaient prêtes à se lever et à prendre le risque de perdre un œil, un bras, et peut-être la vie pour défendre leurs idées et défendre cet engagement qui était le leur, bah, ils ont commencé en fait à mettre en place une répression judiciaire beaucoup plus violente que celle qui existait aujourd'hui, jusqu'alors, pardon, et quelle a été évidemment la première étape dans cette répression, ça a été cette déclaration dont vous vous souvenez peut-être d'Édouard Philippe, puis de Castaner et de Nunez, qui dénonçaient les supposés leaders des Gilets jaunes, Éric Drouet et Maxime Nicole, pour essayer évidemment d'intimider tous les Gilets jaunes derrière en disant « regardez ce qui vous attend si vous continuez ». Donc évidemment, ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est là où on est quand même face à un pouvoir qui est en plein effondrement, c'est qu'ils ne comprennent pas que ces personnes-là et ce mouvement s'est institué de façon à ne pas avoir de leader. Pourquoi ? Pour éviter justement de rentrer dans une logique de confrontation où il suffirait de couper des têtes, ou au contraire, ça permettrait à des têtes d'émerger et après de capter le pouvoir de ce mouvement et de l'utiliser à des fins personnelles. Donc les seules personnes qui ont survécu comme des figures, entre guillemets, des Gilets jaunes, qui continuent à avoir une forme de confiance du mouvement, c'est ceux qui, à aucun moment, ont tenté de se l'accaparer. À aucun moment ont tenté de garder une prise sur ces gens et pour en faire quelque chose à leur service. Donc ces personnes-là, que ce soit Drouet, Priscilla Ludowski, Maxime Nicole, se retrouvent malgré eux dans une position de forte visibilité, parce qu'il y a une habitus des médias qui cherchent en fait toujours les mêmes personnes pour essayer de centraliser des informations. Et ben, ces personnes-là, évidemment, du coup, deviennent des leaders dans le regard des hommes politiques, qui du coup, parce qu'ils ne savent penser qu'à système constant, se disent bon bah c'est comme tout système politique, on leur coupe la tête et le mouvement s'effondre. Moi je pense qu'au contraire, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une solidarisation encore plus forte du mouvement en réaction à cette tentative d'intimidation, cette instrumentalisation de la justice qui est quand même extrêmement violente. On menace quelqu'un qui a un enfant, qui a une femme, de lui faire perdre sa liberté. Pourquoi ? Parce qu'il a essayé de défendre des idées.
Et parce qu'il a appelé, il a même pas appelé directement à manifester, il a relayé des appels à manifester. C'est le rôle de Flyrider sur Facebook. Et du fait de cet appel à mobilisation, du fait de ce rôle d'intermédiation entre différentes personnes pour les aider à s'organiser politiquement, pour défendre des idéaux qui sont quand même de justice fiscale, de justice sociale, de démocratisation du pays, donc franchement pas quelque chose de subversif ou de violent, ils se retrouvent avec le risque de se retrouver, enfin, d'être en prison, d'être emprisonné, du fait, encore une fois, et je répète parce qu'il faut quand même, d'une instruction politique directe. C'est-à-dire, ils ne se cachent même plus. Ils ne font même pas ce qu'ils faisaient jusqu'alors, c'est-à-dire passer un coup de fil discrètement au procureur pour que lui-même enclenche des poursuites en donnant l'impression de neutralité. Non, là, ils assument d'engager des poursuites politiques contre des opposants politiques pour les faire taire. Évidemment, ce n'est pas ce qui va se passer. Cette intimidation ne va pas fonctionner. Moi, demain, je serai avec Flyrider au commissariat pour expliquer ce qu'il a fait, pour tout simplement dénoncer cette opération et pour mettre un peu la honte quand même à ces policiers et à ceux qui leur donnent des ordres en disant « Est-ce que vous vous rendez compte de ce à quoi vous participez ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce dont vous vous rendez complice en acceptant d'obéir à des ordres qui sont clairement illégaux, manifestement illégaux ?» Il y a quand même des dispositions dans le code pénal qui, théoriquement, empêchent justement les fonctionnaires d'obéir à des ordres manifestement illégaux, et tout simplement de participer à une tentative de construction d'un silence dans cet espace-là, alors que, encore une fois, les idées qui sont défendues par ces personnes sont largement soutenues par la population française et probablement par ceux à qui on sera confronté demain, c'est-à-dire les policiers eux-mêmes, qui, mis à part leur fonction au sein de la société, qui fait qu'ils ont un devoir de réserve, sont probablement dans des conditions sociales, psychiques, etc., assez similaires à beaucoup d'entre nous. Donc là, la question qui se pose aujourd'hui, moi je pense qu'on est à un moment de bascule important dans ce pays. Très clairement, ce n'est pas seulement ce genre de procédures qui sont de l'ordre de la guignolade, hein, même si elles peuvent avoir des conséquences sérieuses, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a un pouvoir qui est tellement désespéré, qui ne sait tellement plus comment réagir par rapport à une masse sociale qui l'intimide, qui lui fait peur finalement, qu'il tente semaine après semaine de sortir des cartes d'un trousseau toujours plus faible en fait. Et donc on se retrouve avec l'armée dans la rue il y a 2 semaines. Aujourd'hui, cette convocation des principales figures du mouvement a laissé voir ce qui se passera demain. On se souvient de la démission du préfet de police de Paris à la suite de l'acte 18. N'imaginez pas que le préfet de police qui avait désobéi aux ordres du gouvernement en refusant de faire appliquer des ordres extrêmement clairs d'augmentation de la répression, notamment de l'usage des LBD, etc., n'imaginez pas qu'il a fait ça parce que c'était un ange. Si cette personne a fait ça, c'est alors qu'il avait, les mois précédents, appliqué sans difficulté les ordres du gouvernement, fait éborgner des personnes, fait perdre des mains, des pieds, et mis en garde à vue, éventuellement fait condamner des personnes par centaines, c'est bien parce qu'il sentait bien que ces ordres risquaient de ne pas être appliqués. Il sentait bien en fait qu'il y avait une potentielle désolidarisation des forces de l'ordre par rapport à la hiérarchie qui les instruisait, leur donnait instruction d'augmenter la répression. Et donc dans ce jeu de résistance, le préfet avait décidé qu'il était probablement mieux que lui se mette en tension avec le gouvernement plutôt qu'il y ait à un moment une désolidarisation de la base et que ces ordres ne soient plus appliqués et qu'en effet il y ait un effondrement du pouvoir en cours. C'est à ce niveau en place, c'est à ce niveau de gravité auquel le gouvernement est aujourd'hui confronté et à ce niveau d'inquiétude. Et c'est pour ça qu'ils ont immédiatement démis le préfet pour essayer de le remplacer par quelqu'un d'autre qui, lui, aura instruction d'aller encore plus fort dans la répression. Et on va le sentir, à mon avis, de façon très brutale les semaines qui viennent à Paris, et notamment pour les grands actes, dont celui du 1er mai, qui s'annonce particulièrement agréable. Ce préfet de police a senti le danger et a essayé de prévenir le gouvernement de ce danger. Ce gouvernement qui est en roue libre, qui ne sait plus comment se maintenir au pouvoir et qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, a préféré ne pas entendre l'avertissement, remplacer ce préfet par quelqu'un d'encore plus autoritaire et de prendre le risque en fait de jouer à qui tout double. Alors ils l'ont pas fait de façon complètement incompétente. Ils ont bien compris que s'ils faisaient que ça, il y avait un risque d'effondrement. Donc qu'est-ce qu'ils ont rajouté à ça ? Ils ont rajouté la présence de l'armée. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont annoncé que l'armée se substituerait aux forces de police dans les principaux lieux de pouvoir, pour protéger les principaux lieux de pouvoir, de façon à soulager les forces de police, de façon à les inciter à ne pas se désolidariser, c'est-à-dire renforcer leur présence. Et alors là, il y a eu cette chose extraordinaire, comment ont réagi les Gilets jaunes ?
Et c'est là la force d'un mouvement, en fait, parce qu'il ne repose pas sur des têtes, justement, mais sur une intelligence collective qui sent, du coup, de façon beaucoup plus intelligente ce qui se passe au sein du pays que nos quelques dirigeants qui se croient, qui sont infatués de leur diplôme et de leur capacité à penser le monde. Eh bien, les Gilets jaunes ont senti que, du coup, il ne fallait pas jouer la confrontation à cet acte-là. Et du coup, ils ont contourné. Et du coup, on a organisé les 2 derniers week-ends à Paris, ont été des week-ends très familiaux, avec à nouveau le retour justement de personnes qui pouvaient être vulnérables, des personnes âgées, des retraités, des enfants, qu'on n'avait pas vus depuis quelques actes à Paris. Et donc évidemment, ils se sont retrouvés avec leur armée mobilisée devant l'Assemblée nationale et l'Élysée face à rien, en fait. Et donc ce contournement, c'est comme des courbes, en fait, comme vous voyez, un peu asymptotiques, comme ça va revenir à un moment. À nouveau, la pression va remonter, et à nouveau, ils seront obligés de répondre à cette pression d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'à terme, c'est notre grande chance, en fait. Je pense que notre intelligence collective est beaucoup plus importante que la leur. Et je pense qu'à terme, on peut les faire tomber. Et alors là, on en revient au sujet du livre. Pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus intelligent qu'eux ? Et c'est pour ça que je suis un peu gêné par cette présentation en forme de CV, parce que finalement, en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que les accumulations de diplômes, etc. En fait, moi, je l'ai fait, par exemple, à titre personnel, en comprenant comment fonctionnait le système et en comprenant qu'il fallait que j'accumule du capital symbolique pour pouvoir m'opposer à ces personnes-là sans qu'ils puissent me regarder de haut et sans qu'ils puissent utiliser leur titre et leur diplôme pour dire que ma parole n'avait pas de valeur. Et j'attribuais pas de valeur en soi au fait de faire telle ou telle étude, Sciences Po et Normal Sup plutôt que la fac, etc. Par contre, je savais à quel point c'était essentiel, et notamment de partir aux États-Unis, à Yale, qui est la concurrente d'Harvard et autres, pour pouvoir les regarder en face et savoir qu'ils auraient en face une violence symbolique équivalente à la leur, qui ferait qu'ils ne pourraient pas m'écraser simplement avant même que j'ai pu ouvrir la parole. Et les Gilets jaunes, en fait, je pense qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là qui était de dire on en a marre qu'on nous dise qu'on ne peut pas parler parce que l'on n'aurait pas fait telle ou telle étude, parce que l'on n'appartiendrait pas à telle ou telle catégorie sociale. Et il n'y a aucune raison, en fait, que notre voix ne soit pas entendue dans une démocratie véritable du fait de ces critères de distinction dont j'essaie de montrer, en fait, dans l'ouvrage à quel point ils sont artificiels et à quel point les personnes aujourd'hui qui nous dirigent ont été préprogrammées quasiment dès l'enfance, quasiment dès la maternelle, pour avoir accès à ce capital symbolique et pour pouvoir être en position de domination sans avoir eu, à un quelconque moment, à montrer une forme de capacité particulière qu'ils auraient plus que nous. Quelques chiffres que je répète à chaque conférence, mais qui sont très importants. On commence par l'Assemblée nationale, mais ça, je pense que vous en êtes rendu compte simplement en regardant parfois, peut-être que vous avez eu cette perversion de regarder un débat à l'Assemblée nationale depuis qu'En Marche à la majorité. C'est assez difficile. Hein. C'est vraiment dur parce que il y a un moment où on se dit quand même on n'a pas été capable de trouver 300-400 personnes dans le pays qui a un minimum d'éloquence et de capacité oratoire et même d'intelligence collective. On a l'impression vraiment parfois de regarder des exposés de primaire, quoi. Enfin, mais vraiment des élèves de CM2 qui n'arrivent pas à élaborer même pas un début de pensée ou même juste à lire les notes que leurs assistants parlementaires ont. C'est catastrophique. Je vous conseille vraiment l'expérience. C'est pénible, donc pas trop longtemps, mais quand même pour vous lancer. Donc, en fait, à l'Assemblée nationale, on s'est retrouvé dans une situation tellement caricaturale qu'on a aujourd'hui, alors que les ouvriers et les employés représentent 50% de la population française, on a respectivement 0% d'ouvriers et 5% d'employés. Donc on est dans une situation où, en gros, la moitié de la population française est, comme par hasard, la plus fragile, la plus exposée à toute forme de violence symbolique, etc., n'est pas représentée. Or, l'Assemblée nationale ne sert qu'à une chose. Elle ne sert pas à élire les gens les plus compétents, elle ne sert pas à élire des technocrates. Pour ça, on a l'administration d'État, on a les grands corps de l'État qui sont censés préparer des notes, qui sont censés préparer les représentants du peuple à prendre des décisions. Donc on a des gens qu'on choisit selon leurs compétences par des concours pour préparer à la décision et qui aident nos représentants à prendre les meilleures décisions. Et après, on est censé élire des personnes qui nous représentent au sens fort du terme, qui nous ressemblent, qui ressemblent à la population française et qui du coup vont la représenter dans sa diversité et en défendre ses intérêts dans toute sa diversité. Et bien aujourd'hui, 50% de la population française n'est pas représentée. En fait, on est face à une assemblée qui est une démocratie, qui est l'incarnation d'une démocratie bourgeoise dans laquelle une classe sociale décide au nom de toutes les autres. Et cette classe sociale, il se trouve par ailleurs qu'elle s'appuie sur des moyens, et là j'en viens à ces grands corps de l'État qui sont censés faire contrepoids et donner des moyens d'action importants. C'est les gens qui aujourd'hui réussissent dans les concours de la République, ces mêmes concours qui légitiment ces nouveaux aristocrates, les gens comme Édouard Philippe, comme Emmanuel Macron, etc., qui sans jamais s'être confrontés
au suffrage populaire jusqu'à un moment tardif de leur vie, ont eu accès aux plus hautes fonctions de l'État, et parce qu'ils ont fait des concours et des grandes écoles, se voient attribuer des circonscriptions qui sont faciles d'accès, qui sont gagnées d'avance, se voient attribuer des hautes fonctions aux politiques, etc., sans à aucun moment avoir un rapport avec le peuple. Ces grandes écoles, aujourd'hui, il y a en moyenne 1% de fils d'ouvriers et d'employés, que ce soit l'école normale supérieure, l'école nationale d'administration ou Polytechnique, disons, pour prendre les 3 plus grandes écoles. Il n'y a plus du tout de diversité. Or, théoriquement, ces écoles sont censées permettre à chacun d'entre nous, de façon parfaitement égale, selon nos compétences, d'arriver à se faire reconnaître et du coup à avoir accès à des fonctions de décision. Et du coup, est-ce que vous pensez vraiment que parce que vous êtes né dans un beau quartier de Paris, de Lyon, de Marseille, vous allez être génétiquement 30 à 40 fois plus intelligent que celui qui va être né dans les quartiers nord, dans la banlieue parisienne, etc. Évidemment que non. Or aujourd'hui, c'est à ce niveau, en termes statistiques, c'est à ce niveau que cela se joue. Vous avez 30 à 40 fois moins de chances de réussir un concours d'une grande école si vous êtes né à Saint-Ouen et vous avez fait votre scolarité à Saint-Ouen, qui est à 3 km du centre de Paris, plutôt que dans le 5e arrondissement. Donc en fait, on comprend juste à partir des statistiques qu'il y a un système qui est fait dans un seul but, légitimer la reproduction des inégalités. C'est-à-dire donner aux héritiers des classes dominantes un instrument symbolique, leur réussite à des concours qui sont supposément neutres, qui va leur permettre à leurs héritiers, à leurs enfants, de dire mais oui, mais si moi j'ai cette position dans la société, c'est pas parce que je suis le fils d'un bourgeois ou etc. C'est parce que je suis plus intelligent que vous. Et donc il va y avoir un outil d'écrasement symbolique très important, qui est un dévoiement extraordinaire du système républicain, parce que ces grandes écoles au départ, elles ont été construites pour, encore une fois, donner la chance à n'importe quel. On a envoyé des hussards de la République à peu près dans toute la France avec la Troisième République, de façon à instruire les personnes et surtout à leur donner la chance de s'élever au sein de la société, selon leur mérite, et exclusivement selon leur mérite. Aujourd'hui, le mérite ne compte plus. Cette idée de méritocratie est complètement dévoyée. Et donc, à partir de là, vous avez la technocratie d'État, donc ces grands corps qui sont censés être divers, qui est tout aussi peu diverse que nos représentants. Vous rajoutez à ça, évidemment, les journalistes, dont vous imaginez bien qu'ils ne sont pas eux-mêmes des anciens ouvriers ou employés, et pour beaucoup d'entre eux, ni fils d'ouvriers ni d'employés, parce que vous l'entendez, en fait, à la façon dont ils parlent des gilets jaunes, des questions sociales, etc. On comprend bien que ces personnes-là n'ont pas un vécu qui leur permette de comprendre ce qu'a été, en fait, ce qu'ont été les sources, de cette mobilisation. Je parle principalement des journalistes les plus visibles, des éditorialistes qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois. On se souvient de Natacha Polony, qui pourtant défend des idées estimables, qui, pour faire une revue de presse de 5 minutes tous les matins sur Europe 1, gagnait 21 000 euros par mois. Je veux dire, on est à ce niveau de revenus et de déconnexion. Donc vous comprenez assez facilement pourquoi des personnes comme Apathy et compagnie répètent à l'envi un discours d'ordre, par crainte, évidemment, de se faire expulser du système avec la révolution qui naîtrait des Gilets jaunes. Donc on est face à une situation où, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Toute une partie de la France, alors qu'on est censé être en démocratie, et que la démocratie postule avant tout, une démocratie républicaine postule avant tout la notion d'égalité. Donc la capacité à se faire entendre également, quelle que soit notre condition sociale, où on a à minima la moitié de la population qui n'est absolument pas représentée au sein des sphères du pouvoir, mais absolument pas, en fait. Et au sein de ce petit Paris que je décris dans ce milieu, qui, du coup, parce qu'il vit en vase clos, parce qu'il s'est isolé de tous les risques et de toutes les conséquences systémiques de leurs décisions, notamment de destruction des services publics, d'augmentation des inégalités fiscales, etc., va en fait se mettre en position de médiocrisation. Et c'est là le dernier point important pour comprendre leur effondrement, puisqu'ils ne sont pas confrontés au réel, puisqu'ils ont fini par vivre en fait dans un univers quasiment parallèle, dans lequel ni eux, ni personne d'entre eux va se retrouver confronté aux conséquences du chômage, de la précarité, à toutes ces choses que produisent leur idéologie, que produisent leurs politiques publiques. Et on voit bien à quel point Emmanuel Macron est excité à l'idée de défendre l'individualisme, la libéralisation, etc., parce que lui-même, évidemment, fils de chef de service, médecin-chef de service, professeur des universités au CHU d'Amiens, élevé dans une école privée, le lycée jésuite d'Amiens, avec après ensuite, du coup, l'accès aux grandes écoles de la République, il a quand même mis du temps à intégrer, parce qu'il a raté 3 fois Normal Sup avant de réussir l'ENA à la deuxième. Donc, et j'en parle évidemment parce qu'il en a fait une sorte de carte de visite extraordinaire. Il s'est même fait passer pour normalien les premières années de sa tentative d'ascension dans le petit Paris, parce qu'il savait très bien à quel point c'était important
parce qu'il y a cette fiction qui continue à dominer, que ce serait une reconnaissance de talent, etc. Et donc il l'instrumentalisait jusqu'à l'absurde pour essayer de se faire adopter par ces individus et par ce petit Paris qui se compose d'oligarques, d'opportunistes, enfin je vous le décrirai un peu plus tard. Donc on a cet Emmanuel Macron et les personnes qui sont autour de lui, qui vivent dans des espaces très privilégiés, qui ne savent pas du coup ce que c'est la précarité. Ils n'en ont aucune idée, qui ont réussi des concours en 20 ans qui leur garantissent un emploi à vie avec des rémunérations importantes, et qui du coup évidemment font l'éloge de l'individualisme, de la réussite, de l'émancipation, etc., parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça peut vouloir dire, non pas de se retrouver en échec, non pas d'être rien, comme il essaie de décrire, parce qu'en fait, il n'en a aucune expérience, mais tout simplement de ne pas avoir les mêmes chances de réussite dans un système complètement fermé, où en fait, vous êtes prédéterminé à la naissance. Il ne sait pas ce que c'est, puisqu'il est né du bon côté de la gamelle. Lui, comme en fait, si vous regardez dans la composition sociologique, à une ou deux exceptions près, qui permettent toujours de faire joli dans la photo. On a vu Mounir Majoubi, qui était fils de femme de ménage. Voilà, on en a un, quoi. Enfin, vous voyez, on en met un là, et évidemment, on le traite comme un guignol, et on lui fait faire des guignolades, et après, on s'en débarrasse le moment venu. Évidemment, Mounir Majoubi, qui se rêvait maire de Paris, va se faire écraser par le fils de notaire, Benjamin Griveaux, parce que celui-ci a une assise au sein de cet espace-là qui sera définitionnellement beaucoup plus importante que lui. Et Mounir Majoubi aura joué le rôle de l'idiot utile au sein de ce système, de la même façon que les 1% de fils d'ouvriers et d'employés, pour certains d'entre eux qui rentrent dans ces grandes écoles, sont souvent les derniers à accepter le fait qu'ils ne sont pas la preuve que le système fonctionne, mais que leur isolement, au contraire, démontre que le système ne fonctionne pas, et que le fait qu'il soit l'exception montre qu'il y a un problème grave et non l'inverse. Et donc, face à ces personnes qui sont dans un isolement complet, qui ont construit cet isolement, qui mettent leurs enfants, ces gens de gauche qui mettent leurs enfants dans des lycées privés, parce que, évidemment, ça permet quoi? Une forme de reproduction sociale beaucoup plus importante, qui va donner, en fait, parce qu'ils savent très bien que si on vous mélange à la plèbe, bah, évidemment, vous allez avoir beaucoup moins de chances de réussir dans le système. Donc, en fait, tout en prétendant qu'ils croient encore dans le système, ils essayent absolument d'éviter à leurs enfants de se confronter aux réalités du système. Mais bon, vous voyez la contradiction, ou vous ne la voyez pas, mais moi, en tout cas, j'ai ressenti en voyant, par exemple, Vincent Payon, qui a quand même été ministre de l'Éducation nationale. Sa fille était avec moi à l'école alsacienne, qui est une école privée du 6e arrondissement. Et à un moment, un ministre de l'Éducation nationale socialiste qui met ses enfants dans le privé. Quel symbole, quelle preuve plus importante du fait que, un, le système est en train de dérailler, deux, il se fout clairement de notre gueule, pardonnez-moi la vulgarité, mais il y a vraiment quelque chose là qui incite à la rupture, en fait, qui incite à la rupture, à une rupture qui, si elle doit passer par des moyens qui ne sont pas conventionnels, eh bien, devra passer par ces moyens non conventionnels. Et c'est là où moi je suis peut-être plus radical que Maxime Nicole et Éric Drouet. Moi, je ne pense pas que la violence, qui est un signifiant creux, doive être invoquée comme étant en soi un stigmate qui devrait s'apposer sur le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'à l'acte 18, ils ont fini, à force de ne pas se faire entendre, par mettre le feu à quelques kiosques et à quelques voitures et magasins, alors que justement, ils savaient très bien que c'était la seule façon de provoquer une réaction du gouvernement, à un moment où, après 4 mois de mobilisation, ils avaient très clairement compris qu'on était en train, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, de se foutre de leur gueule. Donc, face à ces niveaux, et moi j'ai la capacité peut-être de le dire avec plus de force qu'eux, parce que justement, doté de ce capital symbolique et culturel que m'ont donné ces hautes sphères, je sais que la menace qui pèse sur moi est moindre, en tout cas plus diffuse, et qu'ils auront plus de mal à me coincer que, vous voyez, enfin, et donc même au sein de la lutte, se reproduisent ces inégalités, même au sein de la confrontation face à la répression. Cela fait qu'il y a des personnes qui ont plus ou moins de latitude pour dire ce qu'ils pensent vraiment, parce que je ne pense pas qu'en termes de pensée, il y ait des véritables écarts entre nous, et prendre le risque, en fait, et avoir ce courage d'un moment dire on sait très bien que ce n'est pas en restant pacifiquement assis ou en marchant pacifiquement qu'on obtiendra des résultats. On l'a bien vu, l'acte 3, c'est ce qui a provoqué les 13 milliards que nous a donné Macron. Jusqu'alors, M. Macron ne voulait même pas revenir sur la taxe carburant. Donc à un moment, il faut aussi s'interroger sur quelle est la source de cette violence. Évidemment, un gouvernement qui ne réagit que dans le rapport de force et qui est incapable d'offrir d'autres dialogues, si ce n'est des grands débats complètement délirants. Donc vous savez à quel point, évidemment, ce sont que des meetings de propagande financés par nous. Et là, on en revient quand même à cette chose extraordinaire, c'est que toutes ces carrières et toute cette construction de cette nouvelle aristocratie, parce qu'encore une fois, vous avez, à 20 ans, en gros, vous réussissez un concours, vous avez une position garantie à vie dans le système, avec un salaire, un revenu, etc. Et en plus, on vous dit que c'est grâce à votre génie,
parce que vous avez battu beaucoup de personnes dans la course à petits chevaux au sein de l'oligarchie et de la bourgeoisie, en gros, parce qu'il n'y a que les enfants de bourgeois qui ont une chance de réussir à ces concours. Vous avez battu tous vos camarades, donc vous pensez que vous êtes un être supérieur. Et donc, non seulement vous vous rendez plus compte qu'en fait, vous avez un privilège extraordinaire d'avoir vu vos études financées par la collectivité, d'avoir maintenant une école qui va vous donner encore plus de chances de réussir par rapport à d'autres, qui va vous donner accès à des responsabilités particulières, des grands corps qui sont censés vous permettre de prendre des décisions pour l'ensemble des Français. Donc, ces personnes ne se rendent plus compte qu'ils doivent quelque chose à la société. Au contraire, ils sont convaincus qu'on leur doit quelque chose. Ils sont convaincus en fait que parce qu'ils sont particulièrement intelligents, parce que le système les a sanctifiés quelque part, et on en revient à quelque chose en fait qui ressemble vraiment à une forme de monarchie, enfin d'aristocratie de droit divin. Vous voyez, où en gros à 20 ans on vous donne cette charge, on vous sanctifie, et à partir de là vous savez que toute votre vie vous pourrez continuer sans aucune conséquence, en toute impunité, à faire grosso modo ce que vous voulez pour alimenter votre carrière et vos petits besoins personnels, parce que vous avez fait d'immenses sacrifices entre vos 18 et 20 ans, ou entre 20 et 22 ans, pour préparer des concours si difficiles qui vous ont tant retiré que, bon voilà. Donc on se retrouve, et ça crée des faits, là ça semble un peu abstrait, mais ça crée des conséquences très précises. Ça crée Anne Lauvergeon, qui réussit brillamment l'école polytechnique à 20 ans, qui ensuite réussit l'entrée dans le corps, à la sortie de Polytechnique est bien classée, donc elle rentre dans le corps des mines, qui est le plus grand corps de l'État avec l'Inspection générale des finances, qui est censé former les grands industriels de notre pays. Donc à peu près un tiers des patrons du CAC 40 sortent du corps des mines, et qui est devenue en fait une usine, un peu comme l'Inspection des finances, à fabriquer des pantouflards et des personnes qui ne pensent qu'eux-mêmes. Anne Lauvergeon bénéficie de cette reconnaissance extraordinaire et se fait propulser aux plus hautes sphères, et à un moment devient patronne d'Areva. Et en tant que patronne d'Areva, elle va tout simplement couler Areva. Mais alors elle va vraiment littéralement couler Areva, détruire Areva, au point de forcer à une... Aujourd'hui, Areva n'existe plus, ils l'ont renommé. Ils ont dû recapitaliser EDF pour absorber la partie d'Areva qui avait été coulée pour essayer de le sauver, ce qui fait qu'aujourd'hui, on paye l'électricité plus cher à cause de cette personne, et seulement de cette personne, parce que cette personne... elle s'est trompée, malheureusement, dans sa stratégie industrielle. Elle a commencé à faire n'importe quoi. Elle a commencé à investir à contre-cycle sur des mines d'uranium qui, on s'en rendrait compte plus tard, n'existaient pas, n'étaient incapables. Elle a dépensé 1,8 milliard d'euros pour acheter 3 mines d'uranium qui n'avaient aucune valeur. Moi, j'ai dû aller enquêter au fin fond du Centrafrique, en pleine guerre civile. Je peux vous dire que c'était pas rigolo, pour aller chercher la mine et pour me retrouver face à un tas d'herbes vertes avec des taux de radioactivité assez faibles, et à interroger les personnes et à comprendre en fait que Areva s'était foutu de la gueule du monde. Pardonnez-moi encore une fois, mais bon, je pense que ça va être le thème récurrent de la soirée. Et qu'en fait, Areva savait très bien, depuis les années 50, que cette mine était inexploitable, qu'il y avait, parce que le CEA, le Centre de l'énergie atomique, était allé faire des forages dès les années 50 et a continué à les faire pendant 30 ans, et elle s'était rendu compte que c'était pas, qu'en gros il y avait un problème de terrain. Et Areva, en 2006, décide de racheter une petite entreprise, Uramine, qui dit avoir fait des explorations dans cette mine, qu'Areva connaît mieux que cette petite entreprise, puisque ça fait 50 ans qu'elle a dans ses archives des informations ainsi. Elle paye 400 millions d'euros cette mine. Et là, vous dites, mais bizarre quand même. Et elle va répéter ça sur 3 opérations jusqu'à dépenser 1,8 milliard d'euros pour acheter cette entreprise, cette mini-major, comme on les appelle, qui avait une quinzaine d'employés. 1,8 milliard d'euros. Bon, et pour des titres en fait d'exploration, même pas d'exploitation, qui avaient été offerts. Alors, pataquès, en plus, même les titres d'exploration n'étaient pas bon. Donc du coup, on est obligé d'envoyer un émissaire, l'Élysée est obligé d'envoyer un émissaire au Centrafrique pour négocier avec le potentat local qu'on avait placé sur place, Bozizé, pour essayer de lui filer un petit pot de vin de 15 millions d'euros pour qu'il accepte de réécrire les permis d'exploration. C'est pas grand-chose face aux 1,8 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on envoie pour faire ça ? Patrick Balkany, qu'on dote d'un passeport diplomatique, c'est quand même extraordinaire pour se faire. Donc ça, c'était l'époque Sarkozy. Et donc, ce qui est hallucinant, c'est que c'est vrai, tout ça, c'est documenté. On pourrait en faire une comédie, un stand-up, mais bon, voilà. Donc on a Balkany qui arrive à négocier ça. Areva prétend qu'elle va commencer à mettre en exploration le truc, et en fait, on se rend compte qu'Areva, dès le début, ne voulait pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'Areva n'avait racheté cette entreprise que pour créer un fonds secret qui lui permettrait de corrompre des hommes politiques à l'étranger afin de se faire attribuer des contrats des marchés nucléaires.
Donc Lauvergeon, dans sa grande intelligence et sa grande expérience des systèmes politiques, elle s'est dit que ce qui se passait en France était reproduisible à l'étranger, parce qu'évidemment c'est ce qui s'est passé en France avec les financements illégaux des campagnes électorales pendant des décennies. Et Lauvergeon avait été Sherpa de François Mitterrand, donc elle devait en connaître un paquet à ce sujet. Elle s'est dit, bon, on va exporter notre modèle à l'étranger. Et donc elle décide de faire ça en Afrique du Sud notamment, où ils vont verser jusqu'à 400 millions d'euros, ce qui est incroyable quand même, jusqu'à 400 millions d'euros au clan politique en place, en l'échange d'une promesse de négociation, enfin de mise en place d'un contrat avec la mise en place de 70 centrales nucléaires, un truc complètement délirant, hein. Enfin, on n'a même pas autant de centrales nucléaires en France. Et sauf qu'il y a un truc qui se passe qui n'était pas en fait, dans la pensée de l'élite française, n'est pas intégrable en fait de ce petit monde qui contrôle complètement le système politique français, économique. C'est qu'il y avait des élections en Afrique du Sud et que les types qui ont reçu 400 millions d'euros ont perdu les élections. Et on s'est retrouvé du coup avec une opération qui était censée disparaître des comptes très rapidement. En gros, on perd 1,8 milliard, mais derrière, on en récupère quelques dizaines de milliards, donc personne ne va se rendre compte de rien. On se trouve avec un trou dans la caisse de 1,8 milliard. Et du coup, en plus, derrière, il faut faire des dépréciations. Et on se retrouve avec en tout un coût de 4 milliards d'euros de l'opération. Vous imaginez bien que dans ces centaines de millions d'euros, il n'y a pas tout qui est resté à l'étranger. Il y a une partie qui est revenue. Moi, j'ai des opérations... Enfin, il y a quand même... j'ai eu accès à des comptes bancaires, des traces de virement de Areva, où il y a des fonds spéciaux à Areva encore. Donc il y a une partie, il y a des comptes bancaires qui s'appellent fonds spéciaux de Areva. Vous imaginez bien que ce qui servait dans les années 80 et 90 à financer via ELF l'élite politique de notre pays continue aujourd'hui à faire des choses similaires. Mais bon, on n'a pas trouvé trace des rétrocommissions. Mais bon, on a quand même cette femme qui a ruiné toute une partie quand même essentielle de l'industrie de notre pays. Qu'est-ce qu'on fait dans un système normal? Je sais pas, on la fout en tôle, non? Enfin, je sais pas, au moins on ouvre une enquête. Alors on a ouvert une enquête, 10 ans plus tard, 12 ans après l'ouverture de cette enquête, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une seule personne en prison? Est-ce qu'il y a une seule personne en détention préventive? Rien. 4 milliards d'euros disparaissent des caisses du pays, 3000 personnes sont licenciées. Pas une conséquence. Pourquoi? Parce que Anne Lauvergeon, parce qu'elle appartient au corps des mines, a un tirage en termes d'erreurs et d'impunité qui est quasi infini. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Anne Lauvergeon, qui a fini par partir, mais qui avait quand même fait campagne pour se faire prolonger au sein de la direction de Areva, mais pourquoi pas, tant qu'à faire, a été nommée entre-temps au conseil d'administration d'Engie. Vous voyez, donc elle tire aujourd'hui un revenu de jetons de présence du fait de sa présence. Pourquoi? Parce que il faut tirer dans le vivier du corps des mines, et donc il n'y a pas beaucoup de monde, donc on choisit cette personne-là. Alors pourquoi est-ce que cette affaire nous intéresse aussi? Parce qu'il se trouve que, en 2006 commence le scandale, mais les gens s'en rendent pas compte, mais à partir de 2007, on commence à se dire quand même, ça sent un peu le roussi, là, c'est affaire avec Balkany au Centrafrique, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait peut-être mieux commencer à enquêter. Les journalistes commencent à s'intéresser à cette affaire. Et du coup, Areva se trouve face à une difficulté qui est qu'elle sent, et Anne Lauvergeon en particulier, sent que Sarkozy peut la lâcher. Elle fait campagne pour être nommée ministre de l'Industrie, parce qu'encore une fois, pourquoi pas, tant qu'à faire. Et en même temps, elle se dit, il faut quand même que je fasse un peu gaffe. Donc elle se dit, j'ai essayé de trouver des relais au sein de l'État et de l'appareil de pouvoir de la droite qui vont m'aider à me tirer d'affaire, quoi. Et alors, à qui est-ce qu'elle pense? Alors, un type complètement obscur, complètement gris, sans aucun intérêt, qui s'était jamais distingué de rien, mais qui avait plusieurs avantages. Le premier, c'était d'avoir réussi un concours quand il avait 20 ou 22 ans, qui était l'ENA, et qui, du coup, ça lui avait permis de rentrer dans un des grands corps de l'État, le Conseil d'État, ce qui lui permettait d'avoir accès à tous les juges administratifs du pays, et donc, éventuellement, s'il y avait un problème, ça serait pas mal pour le régler. Et surtout, derrière, le Conseil d'État, c'est à la fois une fonction de jugement, alors ça c'est extraordinaire aussi en France, mais aussi de conseil du gouvernement. Donc, en même temps. Donc ils jugent l'État et ils conseillent l'État. Alors ils disent que c'est pas les mêmes personnes, même si ça tourne tous les 2 ans, mais bon, c'est pas grave. Enfin. Et après, en plus, ces conseillers d'État sont les premiers choisis pour être envoyés en cabinet ministériel. Donc pour conseiller les ministres, pour après ensuite pantoufler à l'extérieur ou devenir député, etc. Et il se trouve qu'il y a un type un peu grisonnant, sans grand intérêt, un peu fade, quoi, qui remplissait bien la fonction parce qu'au-delà d'être conseiller d'État, il avait commencé un peu naturellement à essayer de faire de la politique parce que le système fonctionne comme ça et on ne sait pas pourquoi, visiblement, ça fait de vous un bon politique le fait d'être un énarque.
franchement, quand on voit les résultats, on peut vraiment s'interroger sur cette logique. Mais bon, visiblement, ils y croient encore. Et donc, ils s'étaient rapprochés de la droite du RPR qui était devenu UMP, parce qu'il faut, il faut maquiller de temps en temps. Il faut faire oublier donc, ce qui est devenu les Républicains dans la foulée. Ils s'étaient rapprochés de Juppé, personne extrêmement intègre, aujourd'hui Conseil constitutionnel du fait de son intégrité, et avait commencé à essayer de faire une carrière locale au sein du Havre. Et se voyait, en gros, avait été propulsé immédiatement comme maire adjoint, hein, sans même avoir eu à participer à la campagne. Enfin, on ne va pas faire distribuer des tracts à ces gens-là, ni les faire militer quand même. Attention, on parle d'aristocrates vraiment, au sens fort du terme. Hein. C'est des personnes qui ont une charge avec une fonction, et c'est exactement comme vous avez des ducs, des marquis, vous avez des conseillers d'État, des inspecteurs des finances, etc. Donc c'était Édouard Philippe qui était en gros sur la ligne de départ, qui était devenu maire adjoint, bientôt député, etc., qui gagnait très confortablement sa vie, hein, 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois, décide qu'il ne gagne pas assez, donc il décide de travailler avec d'abord un cabinet d'avocats international pour lequel il commence à faire un peu de business. Il fait fructifier ses réseaux au sein de l'État pour aider ce cabinet à se défendre mieux devant le Conseil d'État. Normal, vraiment. Est-ce que cette personne a démissionné du Conseil d'État par ailleurs? Non, non. Il s'est juste mis en disponibilité au cas où ça ne tournerait pas bien pour pouvoir revenir et retoucher son salaire. Et derrière, il décide de postuler pour devenir directeur des affaires publiques d'Areva. Et alors, il se trouve qu'en effet, c'est pas mal de devenir directeur des affaires publiques d'Areva quand vous commencez à avoir des petits problèmes de corruption et compagnie qui commencent à ressortir et que vous sentez que vous appelez Anne Le Bergeron et que vous sentez que vous risquez de vous faire sortir. Alors, avoir quelqu'un qui est au cœur des réseaux de la droite traditionnelle à ce moment-là, que vous payez grassement pour défendre vos intérêts auprès de l'Élysée et compagnie, ça peut aider. Et donc, on nomme en gros en charge du lobbying Édouard Philippe en 2007, un an après le début de l'affaire Uramine. Et Édouard Philippe va commencer à défendre les intérêts d'Areva auprès de l'État, aller rencontrer des députés, des ministres, l'Élysée, de façon parfaitement objective et neutre, pour leur dire à quel point ce que fait Anne Lauvergeon est extraordinaire, il faut lui donner du mou, il faut lui donner des moyens d'investir encore plus, parce que même s'il commence à perdre beaucoup de milliards, si on investit encore plus, peut-être qu'on va réussir à en tirer quelque chose, etc. Et donc Édouard Philippe, cette personne-là, qui en fait, c'est littéralement, je suis désolé d'utiliser ce terme, mais vraiment à ce niveau-là, c'est ça, c'est prostitué. Il s'est prostitué pour gagner plus d'argent, en gros, et pour asseoir sa position de pouvoir au sein de l'État, va, pendant quelques années, essayer de maquiller cette affaire-là. C'est cette personne-là qui est aujourd'hui Premier ministre au lieu d'être en prison, en gros. Et Anne Lauvergeon, c'est cette personne-là qui est au conseil d'administration d'Engie, au lieu, elle aussi, d'être en détention préventive. Au moins, hein. On n'hésite pas à envoyer 1 an, 2 ans en prison des jeunes délinquants parce ils sont soupçonnés d'avoir éventuellement fait ci ou ça. Par contre, quand on touche à ces personnes-là, alors là, attention, je ne parle même pas de Cahuzac, je parle vraiment de Cahuzac qui m'a raconté pour l'écriture de ce livre, au premier étage du Flore, où il m'a donné rendez-vous, qu'il adorait Macron, qui ne me dirait rien de méchant sur lui, parce qu'ils avaient notamment écrit ensemble le programme économique de Hollande entre 2011 et 2012 au sein de la Rotonde. Donc, je ne sais pas s'il avait besoin de me dire des choses méchantes sur Macron du coup, mais... Donc évidemment, du coup, vous comprenez qui est le responsable du CICE. C'est Macron et Cahuzac. C'est eux qui ont créé cette chose qui crée un trou de 20 milliards d'euros par an dans les finances publiques. Vous imaginez le nombre d'hôpitaux, d'écoles, de commissariats qui ne sont pas ouverts ou qui sont fermés chaque année à cause de cette décision. Les études statistiques qui ont été faites suite à l'adoption de cette mesure évaluent qu'elle a créé entre 0 cas le plus probable est 100 000 emplois. Dans le meilleur des cas, 100 000 emplois en 6 ans, c'est-à-dire 15 000 emplois par an. C'est-à-dire vous faites le calcul par rapport aux 20 milliards d'euros. Enfin, vous voyez que ça coûte quand même assez cher l'emploi, autant faire des contrats aidés. Et évidemment, pourquoi est-ce que le CICE a été mis en place? Il a été mis en place non pas parce qu'il y avait une idée rationnelle derrière la mise en place du CICE, de la même façon qu'il n'y a pas d'idée rationnelle derrière la suppression de l'ISF, de la même façon qu'il n'y a pas d'idée rationnelle devant les politiques publiques qui sont mises en place aujourd'hui par Macron, mais parce qu'il permettait à cet atroce personnage qui était Jérôme Cahuzac, parce qu'il permettait à ce fringant inconnu qui était Emmanuel Macron de se faire bien voir par les élites oligarchiques de notre pays pour qu'en retour, ceux-ci les soutiennent. Et alors comment est-ce que ces personnes les soutiennent? C'est très simple. Et en fait, la boucle se boucle parce que le CICE, à un moment, quand vous créez de tels trous dans les finances publiques, il faut bien le financer. Donc Macron se retrouve 5 ans après un peu en difficulté au moment où il va devenir président de la République. Et donc il y a dans les Macron Leaks, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais vous regardez dans les Macron Leaks les échanges, donc qui sont les emails
vérifié des échanges entre les principaux conseillers de Macron, un échange entre Laurent Martel, qui est encore aujourd'hui le conseiller fiscal de Macron, et Alexis Collère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, des personnes d'une grande intégrité. Alexis Collère va bientôt, à mon avis, connaître les joies de la justice pour l'affaire MSC et les chantiers de Saint-Nazaire. Mais enfin bon, de là à ce qu'il aille en prison, on sait que ça va prendre un certain temps. C'est pas comme Maxime Nicole qui reçoit sa convocation pour aller le lendemain au commissariat à 500 bornes de chez lui, et s'il n'y va pas, on vient le chercher de force. Alors là, on prend nos précautions pour ces gens-là. Eh bien, ces deux personnes échangent sur le problème qu'a créé le CICE. Enfin, il faut bien boucher le trou quelque part. Et se disent, bon, bah, taxe carburant. Taxe carburant, et Laurent Martel écrit noir sur blanc, on va leur raconter des histoires. On va dire que c'est pour financer la transition écologique. Et donc, on se retrouve avec cette situation complètement délirante où, à force de creuser des trous pour défendre leur carrière, ces personnes-là finissent par opérer des transferts de ressources massifs entre l'ensemble de la population, parce que tout le monde était concerné par la taxe carburant, même ceux qui n'ont pas de voiture, parce que quand vous achetez quelque chose de supermarché, bah évidemment, il a fallu transporter vos aliments ou vos biens jusqu'au supermarché, vers quelques milliers de personnes qui sont les actionnaires des grands groupes qui sont largement les plus bénéficiaires de ce CICE, au transfert de ressources de plusieurs millions de personnes vers quelques milliers de personnes déjà super favorisées. Est-ce qu'un argument économique? On l'a bien vu, non. Aucune création d'emploi malgré les promesses qui ont été faites. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Évidemment, tout simplement parce que ça va être à notre bénéfice personnel. Et c'est quoi leur bénéfice personnel? C'est pas qu'ils soient eux-mêmes actionnaires de ces grands groupes, etc. Non, c'est encore mieux. C'est que les actionnaires de ces grands groupes, dont Bernard Arnault par exemple, Carrefour, c'est le principal bénéficiaire du CICE. Et Bernard Arnault, c'est le 3e actionnaire de Carrefour, ont compris que pour défendre leurs intérêts, ils avaient intérêt à bien se faire voir des politiques. Et pour bien se faire voir des politiques, quelle est la meilleure façon de faire? Acheter des médias. Et donc depuis 20 ans, ces quelques oligarques, ces 9 oligarques qui détiennent 90% de la presse écrite, ont commencé à investir massivement dans les médias, de façon, en fait, à s'offrir un moyen qui permettrait, en rendant visible ou moins visible tel homme politique, en dénigrant ou en favorisant tel homme politique, de s'attirer ses faveurs et du coup de l'inciter à prendre des décisions qui iraient en faveur de leurs intérêts et non du bien commun. Et donc ce que je décris dans l'ouvrage, et on ne va peut-être pas revenir dessus, c'est comment Macron en fait s'est appuyé sur la triade Bernard Arnault, Arnaud Lagardère et Xavier Niel pour organiser en fait sa propulsion au sein de l'État, après avoir été coopté par une première phase de l'élite à partir de sa réussite au concours de l'ENA. C'est quand même quelqu'un qui a réussi l'inspection des finances, le concours de l'ENA, qui après sort à l'inspection des finances, qui est censé être le corps qui contrôle l'utilisation de nos ressources, de notre argent, de l'argent de l'État. Et qu'est-ce qu'il fait au lieu de contrôler l'utilisation de nos ressources? Il profite des 4 ans qu'il passe là et des bénéfices que ça lui permet d'obtenir, notamment le fait de devenir rapporteur de la commission Attali, où il va écrire quelques semaines avant la crise de 2008 qu'on est face à un cycle de croissance infini et que les soubresauts du capitalisme sont derrière nous. Extraordinaire, visionnaire, cet être vraiment brillantissime. Ce qui lui permet de rencontrer le petit Paris, la commission Attali, l'ensemble des PDG des grands groupes, etc. Fort de ce carnet d'adresses, au lieu de l'utiliser pour inciter les personnes à respecter les règles que l'État émet, à les inciter à investir pour le bien commun, etc. Non, il décide de se barrer dans le privé, chez Rothschild, et de monnayer son carnet d'adresses, et du coup de monter des opérations de fusion-acquisition qui débouchent sur des suppressions d'emplois. Donc ce Mozart de la finance n'est en fait qu'un opportuniste. Je vais prendre des mots un peu plus vulgaires. Ce n'est pas les miens, c'est ceux d'Alain Minc, qui est un des grands protecteurs d'Emmanuel Macron, qui a dit que Emmanuel Macron a fait ce que n'importe quel banquier d'affaires fait en France, ou à l'étranger d'ailleurs, la pute. Tout simplement, c'est les mots d'Alain Minc, c'est pas les miens, d'accord? Donc, il fait ça chez Rothschild, ça lui permet de récupérer 2 millions d'euros. Alors pour quelqu'un de gauche, ça ne lui gêne pas de gagner 2 millions d'euros en 2-3 ans, alors que des personnes devraient mettre plusieurs vies avant d'atteindre un niveau de revenu similaire. Il ne se pose pas la question de savoir si ça a vraiment du sens derrière de l'investir dans le Touquet plutôt que... Enfin bon, vous voyez. Et du coup, cette personne très progressiste et très engagée pour le bien commun décide qu'il est temps de revenir au sein de l'État pour continuer à faire fructifier sa fortune. Il embarque avec lui un certain nombre de clients. Et alors Lagardère, qui a été son client chez Rothschild, va le revoir une fois qu'il a lisé en lui disant « Écoute, j'ai quelques difficultés avec mon patrimoine, qu'il a hérité de Jean-Luc Lagardère, à qui l'État avait confié son patrimoine. » C'est-à-dire que Jean-Luc Lagardère se voit confier un certain nombre d'entreprises en difficulté, exactement comme Bernard Arnault l'a fait avec Boussac, enfin a eu droit avec Boussac, ce qui lui a permis de construire l'empire LVMH en trahissant l'ensemble des promesses qu'il avait faites à l'État et au gouvernement Fabius de l'époque, qui évidemment avait fait ça
pour des raisons intéressées, pour se construire un allié au sein du Petit Paris. Donc Bernard Arnault qui fait fortune en licenciant, en dépeçant l'Empire Boussac, en n'en gardant que les principales, les marques les plus rentables, et en bénéficiant d'énormes subventions pour ce faire, en se débarrassant des autres marques, en montant des opérations financières complètement illégales, où en fait il fait reprendre ces marques-là par des faux repreneurs qui sont en fait des amis, qui coulent immédiatement la boîte pour faire envoyer un massacre pendant 20 ans, ce qui va lui permettre d'arriver à sa situation aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir 80 milliards d'euros de capital. Une personne a 80 milliards d'euros aujourd'hui de capital en France. Encore une fois, je vous parlais des 20 milliards d'euros. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 80 milliards d'euros. Ils sont en une personne et ils sont pas loin de chez nous. Donc si vous avez des idées d'actions à mener, c'est dans le 7e arrondissement de Paris. Je ne vous donnerai pas l'adresse ici, mais voilà. Elle se trouve. Donc ces personnes-là construisent leur fortune grâce à l'État, qui leur confie des missions qui sont censées en fait amener à une amélioration du bien commun. Évidemment, ces personnes-là l'oublient. Mais disons que Bernard Arnault, c'est vraiment le comble du cynisme. Mais Jean-Luc Lagardère, quand même, avait posé les bases de ce qui est devenu Airbus, avec justement d'autres, en fusionnant Matra et l'aérospatiale, avec quand même, disons, potentiellement un certain talent de capitaine d'industrie qui pourrait justifier quelque part que... Sauf que pas de chance, il n'a qu'un enfant, et cet enfant, c'est Arnaud Lagardère. Et Arnaud Lagardère, lui, a le QI d'une huître pour rester vraiment gentil. Et ça, je dis à chaque conférence, mais allez sur YouTube, vraiment, je vous en supplie, regardez cette vidéo avec Jade, donc sa femme, Arnaud Lagardère, Jade, vous tapez ça sur YouTube, vous allez passer un moment magnifique. Cette personne est bête, et elle est reconnue comme bête par l'ensemble des élites elle-même, qui se disent, merde, on a un peu planté là, parce qu'on se retrouve face à quelqu'un qui, du coup, est en train de détruire l'empire industriel de son père. Et quand on parle de détruire un empire industriel, on parle quand même de détruire potentiellement Airbus, quoi. Donc c'est pas rigolo, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut derrière avoir des conséquences très très graves pour nous. Cette personne-là va voir l'Élysée en 2012 en disant bon là c'est un peu galère quand même, le truc est en train de couler, j'ai besoin d'un peu d'argent, est-ce que vous pouvez m'aider à vendre mes actions dans EADS, donc le prédécesseur d'Airbus, enfin l'ancêtre d'Airbus. Et il va voir qui? Il va voir son ancien banquier, vu qu'il est à l'Élysée maintenant. Il va voir Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron l'aide à monter une opération qui va permettre à Arnaud Lagardère, grâce à l'appui de l'État, de récupérer 100 millions d'euros de dividendes et du coup de pouvoir continuer à payer son yacht, son hôtel particulier, etc. Cette personne-là va devenir une des clés de la propulsion d'Emmanuel Macron dans l'espace public à partir de 2014, c'est-à-dire au moment où Emmanuel Macron se dit bon maintenant c'est quoi la prochaine étape, allez yallah, pourquoi pas devenons président de la République. Mais bon, Emmanuel Macron, personne ne le connaît. Alors tout le monde le trouve très gentil, très brillant, enfin très naïf surtout, et très instrumentalisable au sein du Petit Paris, mais de là à devenir président, il y a quand même un petit saut, et il va s'appuyer donc sur Niel et Arnaud, mais aussi sur Lagardère, qui va à un moment lui offrir quoi? L'appui de son groupe de presse. Et dans le groupe de presse de Lagardère, il y a quoi? Il y a notamment Europe 1, le JDD et Paris Match. Et donc, va se monter une opération extraordinaire où Xavier Niel, qui s'est marié à la fille de Bernard Arnault parce qu'elle est très belle et très intelligente, et parce qu'elle a 4 milliards d'euros dans son compte en banque, décide de présenter à Brigitte Macron, qui est un peu inquiète sur la rumeur concernant l'homosexualité de son mari, des photos qui circuleraient de lui tenant la main d'un autre homme sur le boulevard du Montparnasse. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, puis après on commence à ironiser sur son âge, etc. Vraiment, mais là je dis en fait pas pour ironiser sur elle, vraiment c'est quelqu'un qui humainement est un peu en difficulté, et elle cherche en fait des personnes qui vont l'appuyer, et Xavier lui dit mais t'inquiète pas, j'ai la personne pour toi, j'ai rencontré, alors il lui dit pas comme il l'a rencontré parce que ça aurait pas été peut-être la meilleure façon de la présenter, parce qu'ils se sont rencontrés, parce qu'ils ont fait de la prison en même temps, c'est Mimi Marchand, qui est en fait la reine des paparazzis à Paris, qui est quelqu'un en fait qui est un des instruments clés du marché de l'information qui s'est construit à Paris. En gros, tout se deal. Et ce livre est vraiment radical parce que je pense que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui, en ayant eu accès à toutes ces informations, décide juste de faire sauter la banque et de dire non, je ne me mets pas au service de tel ou tel pour justement utiliser ça contre tel ennemi et puis construire une sorte de position sociale. On va dire, bon, les garçons, là, je pense que vous êtes allés un peu trop loin, maintenant ça suffit, on arrête les jeux de cours d'école et on permet au peuple quand même de se ressouverainiser un peu et de prendre conscience d'à quel point il se fait manipuler. Et donc cette Mimi Marchand est présentée par Xavier Niel à Brigitte Macron dans sa réplique du Trianon de Versailles en marbre rose dans le 16e arrondissement, parce que ces personnes ne sont pas seulement des délinquants, anciens proxénètes, etc., mais des personnes d'un très grand goût. Et donc,
il lui dit, j'ai cette personne extraordinaire pour toi. Et Mimi Marchand dit, dans cet entretien qui a été raconté dans un ouvrage qui s'appelle Mimi, qui est sorti l'année dernière, cette personne dit à Brigitte, vous inquiétez pas, si ces rumeurs étaient vraies, les photos seraient passées par moi. Donc, j'ai pas vu les photos, donc c'est faux. Il n'y a pas de rumeur, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Et du coup, par contre, si vous voulez vous faire connaître, je peux vous aider. Et donc, en fait, Mimi Marchand va organiser des paparazzades, des fausses paparazzades, avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Vous vous souvenez de ces photos d'eux en train de se balader sur la plage en maillot de bain. En fait, c'est des fausses paparazzades. C'est des choses qui ont été organisées par cette femme qui était condamnée parce qu'elle s'était retrouvée par hasard dans une camionnette avec 500 kg de hashish quelques années plus tôt, et que l'on va voir courant juillet 2017 faire le V de la victoire dans le bureau du général de Gaulle à l'Élysée après l'élection de Macron. Il y a une photo qui a circulé. Donc voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle a été un instrument essentiel de l'ascension de Macron pour le faire connaître. Parce qu'il était beau être le chouchou de tous ces hommes d'affaires, etc. Ça restait un inconnu parfait. Parce qu'en fait, cette personne n'avait jamais rien fait de remarquable. Donc il n'y avait aucune raison pour le public de le connaître et a fortiori de l'admirer. Donc on se dit, on va passer par la pipolisation. Donc on passe par la pipolisation et on organise ces événements. Or, ces événements, évidemment, ça crée quoi ? Ça crée une notoriété très friable qui fait qu'en fait, au bout de... Ça tient le temps d'une campagne pendant quelques mois. Les matraquages extraordinaires. Hein. On a plus de 31 dans Paris Match, VSD, Gala, enfin autant que tous les autres candidats réunis. Et évidemment, 3 à 4 fois plus que certains qui se prêtent moins facilement à ce genre d'exercice, peut-être par un sens de la dignité que n'a pas notre actuel président de la République. Et donc, cette mise en place de cette machinerie, elle est racontée dans un ouvrage qui est édité par Grasset. Et ce qu'il ne raconte pas, et ça, c'est quand même important pour que vous sachiez à quel point en fait, il y a un degré de corruption passive important au sein de ce pays, ce qu'il ne raconte pas, c'est qu'évidemment, Mimi Marchand, pour talentueuse et intelligente qu'elle soit, ne peut pas imposer des unes à Paris Match et compagnie. Elle peut organiser les paparazzades, elle peut organiser la com, mais derrière, elle ne peut pas... Et donc, qui est-ce qui va en fait s'allier à Xavier Niel et Mimi Marchand pour autoriser en fait cette propulsion ? C'est le propriétaire de Paris Match. C'est Arnaud Lagardère. Et pourquoi est-ce que Grasset, cet ouvrage publié chez Grasset, raconte la partie Mimi Marchand, mais pas la partie Lagardère, qui est quand même peut-être la plus importante. On parle quand même du coût de centaines de millions d'euros qui disparaissent des caisses de l'État au profit d'une seule personne. Tout simplement parce que Grasset appartient à Hachette. Et à qui appartient Hachette ? À Lagardère. Et donc on vous fait croire avec cet ouvrage d'investigation qu'on vous a dit la vérité, alors qu'en fait on est juste en train de créer quelque chose pour vous distraire, un personnage horrible qui a fait du trafic de stupes, de la même façon. Ça vous dit quelque chose ou pas ? C'est quoi l'autre grande affaire à feuilleton qui dure depuis des mois, qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel ? L'affaire Benalla. Qu'est-ce que ça coûte au système, en fait, de sacrifier quelqu'un comme Benalla ? Quelle est la centralité de Benalla au sein de ce système ? Inexistante. Donc on s'attaque aux petites mains pour faire oublier, en fait, les ressorts qui, derrière, permettent aux puissants de maintenir leur position sociale. Et donc ces personnes-là, moi je décris en fait comment ce dispositif de concentration des médias s'est accéléré les dernières années et a permis vraiment une sorte de hold-up démocratique sur l'élection de Macron, qui a fait qu'on a été en mesure, alors qu'auparavant, même si ça existait déjà, des personnes comme Chirac, Sarkozy, etc., avaient besoin de décennies de carrière politique, quand même pour se faire connaître, pour aller en appui de ce système oligarchique. Là, on n'avait plus besoin qu'il y ait une telle concentration qu'il n'a plus fallu que quelques mois. Et en quelques mois, il y a une propulsion comme ça qui fait qu'on vous présente un génie de la finance, un Mozart de la finance, alors que c'est juste un corrompu. On vous présente un pianiste émérite parce qu'il a eu un 3e prix au Conservatoire municipal d'Amiens. On vous présente... Non mais vraiment, enfin, c'est pas une blague, enfin, c'est vraiment ce qu'on nous a expliqué. Un grand philosophe parce qu'il a fait les notes de bas de page, il a vérifié les notes de bas de page d'un philosophe mourant qui était Paul Ricoeur. Enfin, bref, et un génie parce qu'il a réussi les concours de la République, encore une fois, après les avoir ratés 4 fois. Moi, je ne juge pas. Hein, enfin, c'est pas... Encore une fois, je m'inscris en faux par rapport à ces critères de jugement, sauf que c'est ceux qui nous ont imposés. Et sauf que ça ne tient pas même dans leurs propres critères de jugement. Et qui est-ce que cette personne nomme ? Un type complètement fade et inconnu, quasi inconnu, qui est Édouard Philippe. Qui est allé à la soupe quand il avait besoin d'aller à la soupe, qui après s'est fait élire dans une circonscription où de toute façon
Il n'y avait aucun autre candidat. Et comme on a un système où, du coup, il y a une prise de contrôle de ceux qui peuvent se présenter ou pas, parce que, du coup, pour avoir des moyens d'État, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails qui font qu'en gros, vous ne choisissez pas vraiment qui se présente aux élections dans ce pays. Vous voyez imposer des choix qu'il est très, très difficile de subvertir, qui vous permettraient de voter librement. Eh bien, cet Édouard Philippe qui devient de nulle part Premier ministre. Je pense que vous avez tous été un peu surpris. Ce n'était pas une des grandes figures politiques du pays jusqu'alors. Et c'est là où moi je décris aussi comment est-ce que Édouard Philippe est nommé à ce poste-là. Et en fait, c'est parce qu'il a participé à des réseaux de corruption assez similaires à ceux de Macron dans la première phase de son ascension, notamment, par exemple, qui passaient par Sciences Po. Donc, c'est des réseaux auxquels moi, on a essayé de m'absorber quand j'avais 18-19 ans. Richard Descoings, le directeur de Sciences Po de l'époque, m'avait recruté à 18 ans pour travailler avec lui dans son cabinet, etc. Il m'avait essayé de me faire présenter à tous ces gens-là, Jean-Pierre Jouyet, le PDG de la BNP, Paribas, Henri de Castries, parce qu'en fait, vous rencontrez ces gens-là très rapidement, une fois que vous êtes dans les petits cercles. Édouard Philippe avait participé alors Macron avait été intégré comme moi à un âge très jeune dans ces systèmes-là. Édouard Philippe lui est arrivé un peu plus tard, une fois qu'il était maire adjoint du Havre. Il avait décidé d'attribuer des financements, des subventions à Sciences Po pour créer une antenne au Havre. Et qu'est-ce que Sciences Po avait fait 2 ans plus tard pas pour le remercier, juste par hasard complet, ils avaient nommé sa femme, fait recruter sa femme à Sciences Po, à un poste auquel elle n'était pas du tout les compétences, une directrice exécutive de l'école de droit de Sciences Po, Edith Chabon. Ça, c'est une information qui est dans le PDF de Crépuscule depuis fin octobre. On parle des costumes de Fillon, moi je veux bien qu'on parle de cette affaire quand même, pas une dépêche AFP, pas un article de presse, alors que ça a été lu, ce texte. Comment ça se fait ? Ça se fait parce que j'explique justement, c'est ça qui est intéressant, de la même façon que comment ça se fait que ce livre, alors qu'il est disponible gratuitement, s'est hissé en tête des ventes sur toute la France, sans aucun article de presse. Sans aucun article de presse. Et c'est peut-être en fait la lueur d'espoir, en fait. C'est qu'on est en train de commencer à être en mesure de contourner ces appareils de pouvoir complètement vérolés. Ce livre n'aurait jamais dû exister. Ce livre, s'il avait existé, n'aurait jamais dû avoir une visibilité quelconque. Or, il y a un miracle qui est en train d'intervenir, qui est un miracle assez pervers, qui sont les réseaux sociaux, qui font qu'on dépend quand même de machines faites pour faire du profit, avec des algorithmes qui à n'importe quel moment peuvent nous tuer, mais qui pour l'instant préfèrent, parce qu'ils sont à 10 000 km de nous, qu'il y ait une révolution en France tant que ça leur permet de faire du profit, plutôt que d'essayer d'éteindre cette révolution et que du coup, il y a des personnes qui se désengagent de chez eux. Donc on profite de ce petit moment qui ne va pas forcément durer. Je vous incite vraiment à en profiter à plein, parce que il y a un moment où, évidemment, ça risque de se renverser contre nous, et le moment où ils décideront de nous censurer, on sera en grande difficulté, non seulement pour pousser à bout cette logique, et qu'une fois qu'on aura réussi à mettre en place cette révolution, qui, à mon avis, est essentielle pour la survie de notre pays en tant que pays, recréer des outils qui nous permettront de nous socialiser, de faire circuler l'information, qui ne dépendront pas du grand capital, et notamment d'appareils de pouvoir américains. Parce qu'ils s'en fichent de Macron aujourd'hui, mais allez savoir demain. Donc, voilà, je vous ai fait un petit parcours anarchisant de ces sphères. J'ai oublié de raconter beaucoup de choses. Il y en a quelques-unes qui sont là. Il y en a d'autres qui sont encore à dire. Je pourrais vous raconter comment Arnaud Montebourg m'a proposé il y a 3 semaines, alors que je voyais exactement pareil, pour enquêter sur Macron, parce qu'il a été ministre de l'économie quand Macron était à l'Élysée comme secrétaire général adjoint, qui me propose 100 000 € pour me payer Drahi, donc un de ces oligarques dont je parle. Je veux dire, le niveau de pourriture auquel on est arrivé au sein de ce pays, qui fait que des personnes qui sont censées défendre quand même des idées proches des nôtres, et moi j'avais beaucoup de respect pour Arnaud Montebourg, jusqu'au on lui a fait cette proposition, et qu'il a agrémenté cette proposition d'un « mais vous êtes au RSA, non ?» comme pour, vous voyez, écraser un peu plus le... un moment fait que je ne vois pas en fait de solution institutionnelle. Je ne vois pas comment, même avec Saint-Ruffin, on arriverait en 2022 à provoquer une véritable bascule. Et donc je vous incite vraiment en fait et c'est la fin de mon livre, et je pense que quiconque a lu ce livre, franchement, je vous incite tout simplement à vous soulever, à aller chercher les lieux de pouvoir là où ils sont, et à provoquer une bascule qui nous permettra de nous débarrasser de ce cloaque dans lequel on est.